Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième vidéo entretien portant sur le philosophe d'origine autrichienne Ludwig Wittgenstein. Euh, lors de notre dernier entretien, je vous ai parlé, j'ai évoqué en fait la distinction fondamentale entre dire et montrer, qui se trouve dans le Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, publié en 1922. Un classique de la philosophie du XXe siècle. On peut passer à côté de cet ouvrage remarquable qui tient en une centaine de pages, à peine, où là, Wittgenstein nous dit, du moins dans la préface, qu'il a réglé tous les problèmes de la philosophie. Quel projet ambitieux. Euh, enfin, euh, l'avenir le dira. Bon. Chose certaine, en tout cas, c'est que cet ouvrage-là est un classique, est un monument de la philosophie. Et, il est triste, par ailleurs, que la culture francophone, les Français en particulier, boude d'une certaine manière Wittgenstein. Il est vrai que le livre lui-même, le Tractatus, est plutôt aride. Hein. Il s'agit en fait de considérations sur la logique du langage élaboré par son maître Bertrand Russell ainsi qu'un logicien allemand du nom de Gottlob Frege. Alors Wittgenstein, de son manière, euh, tente de dégager de, de ces découvertes, nouvelles découvertes de la logique, qui, selon Russell en tout cas, euh, surpasse, dépasse la logique formelle, la syllogistique d'Aristote. Il y a là un événement capital dans l'histoire de la philosophie, de la logique en particulier. Mais Wittgenstein, donc, euh, essaie de dégager des considérations générales à partir de ces découvertes logiques. Hein. Des considérations générales qu'on doit qualifier de métaphysiques, au sens où elles portent sur ce qui est. Comme le dit Aristote, hein, la métaphysique porte sur l'être en tant qu'être. Alors, d'une certaine manière, Wittgenstein euh, fait de la métaphysique euh, au sens limité du terme, puisque, au fond, son projet, sa démarche, c'est de délimiter au départ ce qu'on peut dire de manière sensée. En d'autres termes, il s'agit d'une réflexion sur les conditions de possibilité de la langue et en même temps de la pensée, puisque, selon Wittgenstein, pensée et langage sont pratiquement identiques. Alors donc, le projet de Wittgenstein ressemble d'une certaine manière à celui de Kant, c'est-à-dire donner les conditions de possibilité de penser. Hein. Qu'est-ce qui nous est possible de penser? Hein? Et pour Wittgenstein, ben, cela se fait non plus dans une analyse ou une quête de la pensée elle-même, mais sur le langage, qui est, comme je disais tantôt, une espèce d'isomorphie entre
langage et pensée. Bon, c'est bien expliqué, relativement bien expliqué dans la préface de, de Wittgenstein. Ça tient peut-être 2 pages, cet avant-propos. Hein? Bon, ici, néanmoins, la vérité des pensées ici communiquées me semble intangible et définitive. Mon opinion est donc que j'ai, pour l'essentiel, résolu les problèmes d'une manière décisive, et si en cela je ne me trompe pas, la valeur de ce travail consiste alors, en second lieu, en ceci qu'il montre combien peu a été fait quand ces problèmes ont été résolus. Je reviens en disant, le livre traite de problèmes philosophiques et montre, à ce que je crois, que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langage. On pourrait résumer en quelque sorte tout le sens du livre en ces termes: tout ce qui proprement peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Le livre tracera donc une frontière à l'acte de penser, ou plutôt, non pas à l'acte de penser, mais à l'expression des pensées, car pour tracer une frontière à l'acte de penser, nous devrions penser les 2 côtés de cette frontière. Nous devrions donc pouvoir penser ce qui ne se laisse pas penser. Donc, la frontière ne pourrait être tracée que dans la langue, et ce qui est au-delà de cette frontière sera simplement dépourvu de sens. Alors, c'est dans ces quelques phrases lapidaires se trouve résumé tout le projet de la démarche philosophique de Wittgenstein, l'auteur du Tractatus Logico-Philosophicus. Bon, cela dit, je reviens, moi, à mes préoccupations personnelles, hein, parce qu'on part toujours de soi. Hein, moi, comme je vous l'ai dit dans les 2 vidéos-entretiens précédents, hein, Wittgenstein est celui qui m'a sauvé la vie. Hein, non pas que j'étais en état de mort, mais disons que j'étais là agonisant au plan spirituel, hein, étudiant dans un univers athée, je suffoquais littéralement. C'était une atmosphère irrespirable pour moi. Et Wittgenstein est venu comme envoyé par l'Esprit Saint, disons, est venu donc me donner de l'oxygène. Hein. Comme la chanson de Diane Dufresne, donnez-moi de l'oxygène. Hein. Ben, dans le Tractatus Logico-Philosophicus, j'en ai reçu des doses massives, hein, et qui m'a relevé, hein, qui m'a fait me tenir debout. Hein. Et donc, je reviens à cette distinction cardinale dans le Tractatus, celle que pose Wittgenstein dans le couple, dire et montrer. Hein. Au fond, Wittgenstein, dans le Tractatus, lui, il cherche, il pense avoir tracé la limite de ce qui peut être dit. Hein. L'usage correct, légitime du langage. Mais cela dit, il nous dit par ailleurs, en traçant cette limite, hein, il nous dit que cette limite-là montre, fait signe à ce qui est au-delà du langage, à ce que le langage ne peut dire. Donc, dans le dire, il y a implicitement un montrer. Hein.
entre autres choses, dans cette limite, hein, au-delà de cette limite, de ce qui peut être dit, donc, correctement, de manière sensée, se trouve la valeur, ce qui est important, ce qui donne sens à la vie. Hein? Euh, et donc, Wittgenstein ne rejette pas la valeur. Hein? Il dit simplement que ça ne peut pas se dire dans le langage, mais cela se montre. Hein? Euh, alors, plus concrètement, essayons de voir ce que ça signifie, ça, que de cette distinction-là entre dire et montrer. Bon, prenons une croyance. Ah oui, oui, prenons une croyance. Il y a dans l'usage du mot croire deux types d'usages. Hein. Euh, on a d'abord, comme j'ai indiqué ici au tableau, hein, le croire que, le type de croyance, croire que. Par exemple, je crois que nous sommes le 25 mars 2021. Hein. Bon, alors ça, c'est une croyance vraie, en l'occurrence. Hein. Et il y a plein de trucs, plein de croyances de ce type, hein, croire que, qui peut-être est susceptible de vérité ou de fausseté. Hein. Par exemple, si je crois, je sais pas moi, si je crois que nous sommes en pandémie, tiens, bon, alors c'est une croyance qui est susceptible de vérité et de fausseté. Hein. Et enfin, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui en mars dernier a déclaré que le monde était en pandémie. Hein. Bon, évidemment, d'autres qui contestent cette affirmation-là, mais peu importe. Hein. La croyance est susceptible de vérité ou de fausseté. Et elle peut être aussi ni vraie ni fausse. Hein. Par exemple, dans l'état actuel de nos connaissances, que les extraterrestres existent, ça reste indéterminé. Hein. Je ne peux pas dire oui ou non. Hein, des hypothèses en faveur de l'existence des extraterrestres. On a des contre-hypothèses qui nient l'existence d'êtres extraterrestres. Bon, voilà. Maintenant, il y a aussi, évidemment, les croyances morales, les croyances éthiques qui impliquent des valeurs. Hein. Je crois que il est bien de porter le masque, qu'il faut garder une distanciation, il faut respecter la distanciation sociale. Ce sont des croyances de type moral. Hein. Alors, ce que dit Wittgenstein, c'est que ces croyances-là n'appartiennent pas au monde, ne décrivent rien dans le monde. Hein. Il y a le philosophe David Hume qui, déjà avant Wittgenstein, tenait cette position-là. Hein. Mais, sauf que une croyance comme il faut porter le masque, c'est une croyance qui est non pas vraie ou fausse, mais normative. Elle n'est pas d'ordre factuel comme les autres croyances, celles que j'ai mentionnées précédemment, hein, qui sont susceptibles de vérité ou de fausseté. Donc, c'est l'opposition entre fait et valeur. Wittgenstein nous dit en somme que le monde n'est constitué que de faits. La valeur est en dehors du monde. Hein?
Mais il reste que les faits ou ce qui correspond dans le langage aux propositions, aux énoncés, euh, montrent la valeur. Hein. Par exemple, euh, j'existe. Hein. Ça peut être tenu comme un énoncé de fait. Hein. C'est vrai que j'existe, je suis vivant actuellement. Et implicitement, on sous-entend, je sous-entends, que c'est bien, que c'est bon, que c'est important, que ça a une valeur. Hein. Mais cela ne se dit pas, ne peut pas se dire dans le langage. Et il en est de même, donc, dans tout croire, dans toute croyance, en tout cas selon Wittgenstein, euh, croire que implique euh, je crois en. Il n'y a pas seulement que le croire que qui est susceptible de vérité. Il n'y a pas que la croyance du type croire que. Dans le croire que, il y a croire en. Hein? Si je dis je crois que je crois qu'il fait beau à l'extérieur, ce qui est le cas, hein, magnifique, une belle journée de printemps avec beaucoup de chaleur, eh bien, je crois en. Je m'engage à la vérité. D'une certaine manière, j'aime. Je suis. Comment dire? J'allais dire partisan de la vérité. Je m'y engage. Hein? La vérité, c'est pas juste un simple constat. C'est aussi l'affirmation que la vérité est bonne, que c'est bien. Hein? Alors, mais cela ne se dit pas. Hein? Ne peut pas se dire dans le langage. Mais cela se montre. Hein? Bon. Alors donc, distinguons entre croire que et croire en. Et euh, quand il est question du croire en, eh bien, il s'agit d'un engagement, d'une attitude où je fais confiance, hein, où ça m'implique. Hein, c'est pas juste je ne suis pas qu'une simple machine qui peut constater la vérité ou la fausseté, comme un lecteur peut lire là, un code barre. Hein. Je ne suis pas une machine. J'ai des intentions, mais ces intentions-là sont toujours liées à une attitude de confiance, hein, qui est présupposée, qui est sous-entendue, qui ne peut être dit comme Wittgenstein, mais qui se montre, hein, selon le Wittgenstein du Tractatus. J'en viens à la proposition, ou en tout cas à cette pseudo-proposition, selon l'auteur du Tractatus, une proposition comme Dieu existe. Hein. Si quelqu'un dit je crois que Dieu existe, eh bien, Wittgenstein dirait, du moins selon le Tractatus, son essai, le Tractatus, ben, il dirait cela ne peut pas se dire comme tel. Hein. Et là, il faut que je vous parle de faits absolus et de faits relatifs. Hein. Wittgenstein ne fait pas cette distinction-là dans le Tractatus, mais dans sa conférence sur l'éthique, quelques années plus tard, la seule conférence d'ailleurs qu'il a fait publiquement, il pose la distinction entre fait absolu et fait relatif. Hein. Si je dis, par exemple, j'existe, dans le contexte où on peut dire hey, vous savez que j'existe, hein,
ne m'oubliez pas, je suis là, hein, comptez-moi parmi vous. Hein. Eh bien là, c'est tout à fait compréhensible. Euh, En fait, dire j'existe, ça a un sens, puisque il est, ça a aussi sens que je ne puisse pas exister. Hein. Il est possible de penser, de croire que je n'existe pas. Hein. Donc, dire j'existe ou l'énoncer j'existe correspond à un fait qui aurait pu être autre. Hein. Et ça fait sens dans ce sens-là. Mais dire encore j'existe de manière absolue, euh, comme l'expression de la prise de conscience que j'existe. Et en même temps que le monde existe. Ce sont là, selon Wittgenstein, des énoncés qui se rapportent à des faits absolus. Il n'y a pas de contrepartie à ça. Euh, En d'autres termes, je ne peux pas concevoir que je n'existe pas. Non pas parce que je suis incapable de le faire, mais dans ce contexte-là, dans le sens où je dis j'existe, je ne puis concevoir que je n'existe pas. Je- donc, c'est le sens absolu de l'existence, c'est le sens absolu de l'être. Hein. Et il n'y a pas de contrepartie hein, possible. Hein. Euh, donc, euh, dans le sens absolu d'un fait et de l'énoncé, euh, euh, il n'y a pas de il n'y a pas de fait relatif ou opposé ou contraire possible, envisageable. Ainsi, si on dit Dieu existe, hein, ou je crois que Dieu existe, il n'y a pas moyen de dans ce sens-là, d'opposer le fait contraire que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, lui seul existe. Il est inconcevable que autre chose que lui existe. C'est dans ce sens-là que le croyant, lui, énonce que Dieu existe. Hein. Il n'y a que lui qui existe. Il est l'être par excellence. Tout ce qui, autre que lui, n'a que l'apparence de l'être. Hein. Tout n'a de sens que par rapport à lui. Alors, Wittgenstein dit que, bon, on ne peut pas dire Dieu existe. Hein. Ça ne se dit pas dans le langage. Cependant, cela montre quelque chose, un engagement, une attitude de confiance. C'est-à-dire que croire que Dieu existe montre que je crois en Dieu. Donc, même si on ne peut techniquement affirmer que Dieu existe, hein, ce qu'on dit, selon Wittgenstein, en disant je crois que Dieu existe, c'est je crois en Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que le croyant, le chrétien, dit dans la toute première phrase du credo. Hein, il ne dit pas je crois que Dieu existe, je crois en Dieu. Je mets toute ma confiance en Dieu. Et dire il est le créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas affirmer un fait, c'est j'ai confiance. J'ai la conviction qu'il est l'auteur
du monde dans lequel je vis, et à commencer par moi. Hein. Donc, c'est ça le credo. Hein. C'est, je dirais, euh, non pas des vérités d'ordre factuel, mais des vérités concernant la manière dont il faut penser Dieu. Et comment il faut penser Dieu? Ben, c'est surtout en croyant en lui faisant confiance. C'est ça la croyance. Et c'est ça que Wittgenstein tenait à protéger. Hein. Les membres du cercle de Vienne, les positivistes logiques, euh, ainsi que Russell, hein, euh, 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 éliminaient toute croyance religieuse, la croyance en Dieu, comme étant invérifiable, euh, qui n'étant ni vraie ni fausse, et devait donc disparaître. Hein. Ce que Wittgenstein condamnait. Hein, il a condamné les positions des positivistes logiques, ainsi que celles de son maître, Bertrand Russell, qui était, sans être un positiviste logique, était un partisan de, du positivisme logique. Oui. Maintenant, j'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Je reviendrai sur ces points capitaux entre dire et montrer, qui implique la distinction entre croire que et croire en. En fait, que les deux sont soudés l'un à l'autre, indissociables. Alors, à la prochaine.